Le chemin qui a mené à partir de là n'a pas été pavé de gloire, mais de détermination tranquille et de dures leçons. Lorsqu'il s'est enrôlé dans les marines, ce n'était pas par patriotisme ou par devoir familial. C'était un besoin désespéré d'échapper à la stagnation de la vie dans une petite ville qui n'offrait guère plus que des horizons fanés. Le garage de son père sentait l'huile et la déception. Les mains de sa mère, usées par des années de travail, n'avaient jamais produit de richesse. Il avait vu ce que rester là pouvait faire, et il n'était pas prêt à succomber à ce sort. Le camp d'entraînement l'a dépouillé de qui il était et a fait de lui quelqu'un qu'il reconnaissait à peine. Un homme qui comprenait la précision, la discipline et le besoin de distance. Il a appris à bouger inaperçu, à supporter l'inconfort sans se plaindre et à calculer le tir parfait sous pression. La première fois qu'il a appuyé sur la gâchette au stand de tir, il a senti quelque chose s'enclencher en lui. Le tir n'était pas seulement une compétence, c'était une vocation. La première mission de Franz n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Les idéaux romancés de l'héroïsme ont disparu face à la réalité. La guerre n'était pas cinématographique, c'était chaotique et brutal. Il avait vu des hommes pleurer pour leur mère et entendu les rires sourds de ceux qui avaient survécu à un autre appel rapproché. Il n'était pas à l'abri de la peur ou de la culpabilité, mais il a appris à enfouir ses sentiments suffisamment profondément pour pouvoir fonctionner. Des années plus tard, la réputation de Franz en tant que tireur d'élite grandit. Ce n'était pas la fierté qui le motivait, mais la prise de conscience que chaque cible éliminée de son côté sauvait des vies. Le dossier de Falcon lui fut remis avec une consigne simple. Neutraliser la menace. Falcon n'était pas la première cible assignée à Franz, mais son infamie rendait cette mission spéciale. Ce n'était pas seulement les marines qui voulaient qu'il parte. Ce sont les habitants de cette région qui ont souffert sous son règne. Franz a passé des semaines à étudier les schémas de Falcon, les nuances de ses mouvements. Falcon n'était pas négligent. C'était un fantôme. Suite à des murmures et des indices, Franz et son équipe ont reconstitué un puzzle qui les a conduits à ce site. Alors que Franz gisait dans la chaleur accablante du désert, attendant son moment, il pensait aux vies que Falcon avait détruites. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de devoir, il s'agissait de mettre fin à un cycle de douleur. Chaque mission précédente avait endurci Franz, mais celle-ci lui semblait plus difficile. Ce n'était pas le poids du fusil ou la chaleur accablante, c'était la connaissance que cela pourrait être sa dernière. Les enjeux étaient plus élevés, le risque plus grand, mais l'échec n'était pas une option. Alors qu'il ajustait sa lunette et attendait que Falcon apparaisse, Franz ne pensait pas aux médailles ou aux récompenses. Il pensait à sa fille Emily et au monde dans lequel elle grandirait. Le désert était impitoyable. Une étendue infinie de sable et de pierres, brûlante pendant la journée et glaciale la nuit. Franz est resté immobile pendant 6 heures, à moitié enfoui dans le sable. Son filet de camouflage le protégeait à peine du soleil éclatant d'Afghanistan. La sueur coulait dans son dos, mais il ne broncha pas. Tout mouvement ici pourrait signifier la fin. À travers l'objectif de précision de sa lunette, Franz se concentra attentivement sur la structure en décomposition au loin. Les services de renseignement l'avaient identifié comme la cachette d'une figure de proue militante connue uniquement sous le nom de code Falcon. Cet homme avait échappé à la capture pendant des mois. Son nom n'avait aucun sens comparé au carnage qu'il avait laissé derrière lui. Aujourd'hui, ce chemin prendrait fin. Le caporal Hernandez, son observateur, murmura dans son oreillette. Changement de vent. Binaire. Légère brise. Franz ajusta sa lunette et visa l'entrée de l'enceinte. Falcon n'était pas encore apparu, mais la patience était la clé. Le désert nous jouait des tours. Fata Morgana déformait les formes, les fourmis rampaient dans son équipement. Il l'a enduré. Le mouvement n'était pas une option. Finalement, la porte bougea. 2 tangos, a rapporté Hernandez. Le doigt de Franz resta sur la gâchette lorsque 2 hommes armés apparurent. Falcon non plus. Il expira lentement, son rythme cardiaque régulier, ses mains serrées. Les minutes passèrent. Puis Falcon sortit. Son visage ressortait clairement du dossier. Des traits acérés, des yeux cruels. C'est lui, a confirmé Hernandez. Portée, 800 mètres. Vent, 2 heures. 3 nœuds.
Franz s'est adapté, des années d'entraînement prenant le dessus. Inhaler. Prise. Exhaler. Réticule aligné sur la poitrine de Falcon. Il appuya sur la gâchette d'un mouvement fluide et exercé. Le craquement du fusil résonna brièvement dans la lunette. Franz a vu la balle toucher la maison et Falcon s'est effondré. Ses gardes paniquèrent et scrutèrent l'horizon en vain. Visez vers le bas, a confirmé Hernandez, même si Franz le savait déjà. Emballez-le, ordonna Franz, le corps raide après des heures de silence. Ils ont rapidement démantelé la cachette et se sont dirigés vers le point d'extraction, à 3 kilomètres à l'ouest. Pendant qu'ils marchaient, pensa Franz, Falcon était sa 18e élimination confirmée. Il n'y avait aucune fierté, seulement un sombre contentement. Des vies ont été sauvées aujourd'hui. Le bourdonnement d'un Black Hawk rompit le silence tandis que l'hélicoptère décollait. Franz jeta un coup d'œil au parc. Bientôt, le désert effacerait toute trace de leur mission. Franz vivait dans ce désert aride depuis plus d'1 an. Tempête de sable, nuit blanche, danger constant. Son fusil était une extension de lui-même, mais le véritable poids était un désir de rentrer chez lui. Ciela, sa femme et leur fille Emily lui manquaient. En raison des contraintes de temps et d'espace, les appels étaient devenus moins fréquents. Mais une photo d'Emily dans son costume de ballet, rayonnante à côté de Ciela, lui a redonné de la force. Le poids était presque terminé. Il serait de retour chez lui dans 7 jours. L'avion a atterri avec un coup sec. Franz posa le pied sur le sol américain pour la première fois depuis 1 an et prit une profonde inspiration. L'air semblait vivant. Il jeta son sac polochon sur son épaule et scruta l'aéroport à la recherche de Ciela et Emily. Ils n'étaient pas là. Le trajet en taxi est devenu flou à mesure que l'anticipation grandissait. Lorsque la voiture s'est arrêtée, Wilbur, son vieux labrador, l'a accueilli avec un aboiement excité. Wilbur. Franz s'est agenouillé et a enfoui son visage dans la fourrure du chien. Je te manque, mon pote. La maison est étrangement calme. Alors qu'il déposait son sac, les bottes de Franz résonnèrent dans le couloir. Quelque chose n'allait pas. Le malaise grandit lorsqu'il atteignit la chambre d'Emily et poussa doucement la porte. Emily gisait sous les couvertures, petite et pâle, une intraveineuse à la main. Emily. Le cœur de Franz se serra. Il se précipita à ses côtés. « C'est papa, réveille-toi. » Ses yeux s'ouvrirent et un sourire illumina son visage. « Papa. » Elle lui jeta les bras autour du cou. Franz la serrait fort, la gorge serrée. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Pourquoi as-tu ça? Est-ce que ça va? » « Je vais bien, dit-elle doucement, juste un peu malade. Le médecin a dit que j'irai mieux bientôt. » L'inquiétude de Franz augmenta. « Pourquoi personne ne me l'a dit? Où est maman? » Emily hésita. « Elle est dehors. » Franz serra doucement. Sa lèvre trembla, avec son petit ami Liam. Franz se figea et serra les dents. « Son petit ami? Que veux-tu dire? » Les larmes remplirent les yeux d'Emily. « J'ai entendu maman lui parler. Elle a dit que si vous découvrez qu'elle est enceinte de son bébé, vous vous fâcherez, et ensuite ils penseront que vous êtes dangereux et vous mettront en prison. » Franz serra les poings puis se força à se calmer. « Es-tu sûr? » Emily hocha la tête, les larmes coulant. « S'il te plaît papa, ne fais de mal à personne. Emmène-moi avec toi. Quitte maman. Tout ira bien, juste nous. » Franz prit son visage en coupe. « Je promets que je te protégerai. Faites-moi confiance. » Franz la laissa se reposer et entra dans le salon pleine de pensées. Il a appelé le major Carter. « Franz » a répondu Carter. « Quoi de neuf? Il y a un problème, dit Franz avec tension. Ma femme était enceinte d'un autre homme et envisage de me présenter comme une menace. Ma fille a tout entendu. J'ai trouvé Emily seule et malade, branchée sur une intraveineuse. » Le ton de Carter devint plus aigu. « Restez calme. Ne leur donnez pas d'excuses. »« Que dois-je faire? » ?»« Appelez le CPS, a conseillé Carter. Expliquez tout. Ils aideront à protéger Emily. Trouvez également un avocat spécialisé en droit de la famille. »« Compris, » répondit Franz, sa détermination se durcissant. « Merci beaucoup, monsieur. » Franz retourna dans la chambre d'Emily et s'assit à côté d'elle. « Tout ira bien, chérie. Je vais m'en occuper. Faites-moi confiance, » dit-il doucement. Il a appelé les services de protection de l'enfance. Après 2 sonneries, une voix calme répondit. « CPS, voici Priscilla Rich. Comment puis-je aider? »« Je m'appelle Fran Heron, » a-t-il dit. « Je reviens tout juste d'un déploiement et j'ai trouvé ma fille malade et négligée. Sa mère se concentre sur son petit ami au lieu de s'occuper d'elle.
j'ai besoin d'aide. Le ton de Priscilla devint sérieux. Où es-tu? Je serai là. Dans 30 minutes, Priscilla est arrivée, un presse-papier à la main. Fran a tout expliqué. L'état d'Emily, l'intraveineuse administrée par un ami et la négligence du CLA. Son visage s'assombrit alors qu'elle écoutait. Je dois parler à Emily, dit-elle. Dans la chambre, Priscilla s'agenouilla à côté d'Emily et parla doucement. Bonjour Emily, je suis là pour vous aider. Pouvez-vous me dire ce que vous avez ressenti? Emily a hésité. Je suis malade depuis longtemps. Maman ne prend pas soin de moi. Elle est toujours avec son petit ami. Quand es-tu allé chez le médecin pour la dernière fois? Demanda Priscilla d'un ton ferme mais amical. Il y a 3 semaines, a déclaré Emily. L'ami de maman fait ça. Elle montra l'expression de Priscilla durcie. Merci de me l'avoir dit. Vous êtes très courageux. Je vais m'assurer que tu es en sécurité. Elle se tourna vers Fran. C'est inacceptable. Nous agirons immédiatement pour les protéger. Priscilla est sortie pour passer des appels et est revenue avec des papiers. Cela s'applique à une injonction d'urgence. Remplissez-le maintenant. Fran obéit juste au moment où la sonnette retentit. Il s'agissait de Joseph Kerr, avocat et ami. Merci d'être venu, dit Fran en lui présentant Priscilla. Joseph a passé en revue la situation. L'injonction est un bon début. Ensuite, nous déposerons une demande de garde. Documentez tout, SMS, appel, toute preuve de négligence. L'ordonnance de ne pas faire sera traitée ce soir. Je planifierai des visites de suivi pour assurer la sécurité d'Emily, a ajouté Priscilla. Fran expira, sa colère tempérée par la gratitude. Merci. Je veux juste qu'elle soit en sécurité. Elle le sera, lui assura Priscilla. Ils ont rempli les formulaires et décrit les étapes à suivre pour protéger Emily. Plus tard, le Dr. Brown va enquêter sur Emily. Après un examen approfondi, il a déclaré « Elle a besoin de tests supplémentaires. Amenez-la à la clinique demain. Pour l'instant, gardez-la reposée et hydratée. » Fran le remercia et revint aux côtés d'Emily, lui tenant sa petite main. « Je te garderai en sécurité, » murmura-t-il alors qu'elle s'endormait. Cette nuit-là, le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait brisa le silence. Fran, assis dans le salon avec un pistolet sur les genoux, était tendu lorsque CLA et Liam sont entrés en trébuchant en riant. Ils se figèrent à sa vue. Le visage de CLA pâlit. « Que fais-tu » a-t-elle demandé. Fran se releva lentement, la voix froide. « Arrêtez-vous là !» Il leva légèrement l'arme, non pas pour viser mais pour faire valoir son point de vue. « C'est fini maintenant. » Liam essaya de rester calme. « Parlons de ça, mec. Ce n'est pas nécessaire. » La voix de Fran devint dure. « Ne fais pas un pas de plus. » Il jeta un papier plié sur la table. « Il s'agit d'une ordonnance restrictive. CLA, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Je demande le divorce demain. Partez ou j'appelle la police. » Le visage de CLA se tordit de colère. « Tu ne peux pas faire ça. Je dirai à tout le monde que vous m'avez menacé avec cet outil. » Fran sourit et montra son téléphone sur la table, qui enregistrait leur conversation. « Continue. Tout est documenté. » Liam hésita. « Vous ne pouvez pas simplement les jeter. C'est ma maison. » Fran dit fermement, « La sécurité d'Emily passe avant tout. Allez-y maintenant. » Kella s'avança avec défi. « Qu'est-ce que tu vas faire? Tirez-moi dessus? » Ne me testez pas, prévint Fran. Sortez, sinon la police s'occupera de vous. Votre appel. CLA a hésité, puis est sortie en trombe, entraînant Liam avec elle. Tu vas le regretter? Cracha CLA. Peut-être, répondit froidement Fran, mais pas ce soir. Dès que la porte a claqué, Fran a posé son arme. Ses mains tremblaient alors que l'adrénaline disparaissait. Il savait que le combat n'était pas terminé, mais la sécurité d'Emily était la seule chose qui comptait. 2 jours plus tard, CLA a reçu des papiers de divorce et une poursuite pour aliénation d'affection a été déposée contre Liam. Au tribunal, CLA a demandé des conseils pour sauver le mariage, mais Fran et son avocat ont tenu bon. Il s'agit du bien-être d'Emily, pas de la réconciliation, a soutenu Joseph. Bien que le juge ait initialement ordonné une consultation, Fran a juré de se battre pour la sécurité d'Emily sans perdre sa concentration. Elle mérite mieux, a-t-il dit à Joseph. Je ne m'arrêterai pas tant qu'elle ne sera pas en sécurité. Cette nuit-là, Fran resta seul dans son lit. La faible lueur de la lampe de chevet projetait des ombres dans la pièce. Mais, silence de la maison n'était rompu que par le doux bruissement des feuilles dehors.
Son esprit tournait sans relâche, revivant la trahison et la négligence de sa fille. Chaque souvenir alimentait le feu de sa colère et le mettait mal à l'aise. Il regarda le plafond et laissa ses pensées vagabonder. Les actions de la CLA ont franchi une limite et il n'y a pas de retour en arrière possible. Son esprit rêvait de sombres scénarios, mais le visage d'Emily le ramenait toujours. Il était tenté par la vengeance, mais le prix était trop élevé. Sa fille avait besoin de lui. Les heures passèrent pendant que Franck luttait avec ses sentiments. L'épuisement finit par tempérer sa colère et le sommeil s'installa. Une pensée lui restait à l'esprit alors qu'il s'endormait. Claire n'était plus dans sa vie et elle ferait face aux conséquences de ce qu'elle avait fait. La nouvelle du licenciement de CLA est arrivée par une froide matinée et a été transmise par courrier électronique impersonnel. Elle s'assit à la table de la cuisine et regarda l'écran avec incrédulité. « Chère Madame Heron, après mûre réflexion, nous devons malheureusement vous informer que votre relation de travail a pris fin avec effet immédiat. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos projets futurs. Cordialement, les ressources humaines. » Les mains de CLA tremblaient alors qu'elle fermait l'ordinateur portable. Son visage rougit de colère et d'humiliation. Elle savait pourquoi cela s'était produit. La nouvelle de sa liaison avec le mari d'un marine s'était répandue et le scandale était trop difficile à gérer pour son entreprise. Plus tard dans la journée, Liam a fait irruption dans l'appartement qu'il louait après que Fran ait expulsé CLA. Il jeta son sac par terre, le visage rouge de colère. « Ils m'ont viré aussi », a-t-il craché. « Mon patron disait que j'étais mauvais pour les affaires. Il a qualifié cela de comportement contraire à l'éthique. Peux-tu croire ça ?» Celle-là enfouit son visage dans ses mains. « Tout s'effondre », murmura-t-elle. « Qu'allons-nous faire ?» se moqua Liam en faisant les 100 pas dans la pièce. « Que dois-je faire, CLA ? J'ai pris un risque pour toi, et maintenant je le paye. » Elle lui lança un regard sale. « N'agis pas comme si tu étais innocent. Vous étiez tout aussi impliqué que moi. » Il a levé les mains. « Peut-être aurions-nous dû y penser avant de faire exploser votre mariage. » Le poids de ses actes pesait lourdement sur la salle. Sans emploi et sans stabilité, leur avenir était sombre. Pour la première fois, Claire a vraiment ressenti la profondeur de sa perte, non seulement de sa carrière, mais aussi de sa famille et du respect de ceux qui l'entouraient. 2 semaines plus tard, Fran était assise en face d'un consultant dans un petit bureau calme. Sa posture était rigide, ses mains étroitement jointes. Le conseiller a rompu le silence avec calme et patience. « Alors, commença-t-elle doucement, pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Que pensez-vous de Tim? Honnête, cela semble être une perte de temps. » Le conseiller hocha la tête, peu impressionné. « Parlons de votre fille. » Son expression s'adoucit un peu. Emily était malade. Claire était trop occupée avec son amant pour se soucier d'elle. Ma fille a été négligée et laissée souffrir seule. La colère éclatait dans sa voix alors qu'il continuait. « Je ne peux pas pardonner ça. Claire ne mérite pas une autre chance. » Le conseiller hocha la tête et prit des notes. « Il est clair que le bien-être de votre fille est votre priorité. Mais Claire a exprimé des remords et sa volonté de suivre des conseils. Serait-ce une opportunité de guérir pour le bien d'Emily? » Le rire de Fran était amer. « Pensez-vous que je devrais lui faire confiance après tous les mensonges et manipulations? Elle joue un rôle et je ne tombe pas dans le piège. » Le ton de la conseillère est resté calme. « Je comprends votre douleur, mais la confiance peut être rétablie avec le temps. Si elle est réelle, cela ne vaudrait-il pas la peine d'essayer ?» Les mains de Fran agrippèrent fermement la chaise. « Vous ne comprenez pas. Elle n'est pas désolée. Elle joue la victime. Je peux voir à travers leurs mensonges. » Le conseiller se pencha légèrement en avant. « La guérison nécessite des efforts des 2 côtés. Claire doit montrer qu'elle est engagée. Mais si vous fermez complètement la porte, cela pourrait affecter la relation d'Emily avec sa mère. » Les yeux de Fran se plissèrent. « Je suis un marin, j'ai vécu pire. La douleur ne m'arrête pas. Je continue. Claire n'a pas d'autre chance, pas après ce qu'elle a fait. » Il se leva brusquement. « Merci pour la conversation, mais j'en ai assez. » Sans un mot, il sortit, déterminé à protéger sa fille et à prouver la vraie nature de CLA. Le lendemain matin, les mains de Fran tremblaient légèrement alors qu'il prenait le journal sur le pas de la porte.
Ses yeux se fixèrent sur le titre. Un homme retrouvé mort, lien possible avec Lone Shark. Son cœur manqua un battement. Le nom n'était pas familier, mais la mention de Lone Shark a touché une corde sensible. Il connaissait leur type, des hommes dangereux qui se cachaient dans l'ombre, les mains toujours sales. Ses pensées s'emballaient. Est-ce que ça pourrait être ça? Pensa-t-il. Une chance de faire payer ci et là pour qu'ils paient tous. Il attrapa son téléphone et composa le numéro de Joseph. Sa voix calme malgré la tempête qui couvait en lui. L'appel a été connecté après 2 sonneries. « Fran, dit Joseph avec prudence. « Quoi de neuf? »« J'ai une idée, dit Fran avec urgence. Il s'agit des requins solitaires, un gars dans le journal. Je le connais. Ça pourrait marcher. » Le silence de Joseph s'étira avant qu'il ne réponde d'une voix sérieuse. « Fran, arrête, ce n'est pas ainsi. Vous détruirez tout ce pourquoi vous vous êtes battu. »« M'en fiche, répondit froidement Fran. Claire mérite d'en assumer les conséquences. C'est comme ça que ça se passe. Joseph soupira, son ton étant un mélange de frustration et d'inquiétude. Je ne peux pas te laisser faire ça. C'est imprudent et dangereux. Vous perdrez tout. Trouvons un autre moyen. C'est le seul moyen, a lancé Fran. Je ne demande pas la permission. Oui, il y eut un silence sur la ligne. Finalement, Joseph dit, « Je ne soutiendrai pas cela, mais je suis là pour toi si tu as besoin de moi. » Réfléchissez avant d'agir. L'appel prit fin et Fran regarda le téléphone. Sa décision était prise. Ce soir-là, Fran et Joseph entrèrent dans un bar enfumé et faiblement éclairé appelé The Cave. L'odeur fade des cigarettes et du whisky flottait lourdement dans l'air et les voix murmurées créaient une atmosphère de tension et de secret. Les yeux de Fran scrutaient la pièce, à la recherche de visages familiers. Ceux qui prospéraient dans l'ombre. Joseph se pencha en avant, d'une voix basse et pressante. « Fran, pourquoi sommes-nous ici? C'est fou. Allons-y maintenant tant que nous le pouvons encore. » Fran n'a pas répondu immédiatement. Son attention était concentrée sur un groupe d'hommes à l'arrière-plan, leurs mouvements délibérés et leurs yeux brillants alors qu'ils se chuchotaient. « Détends-toi, dit fermement Fran. Nous sommes juste ici pour parler. Faites-moi confiance. Vous faites confiance? Siffla Joseph. Vous nous entraînez dans une poudrière. Savez-vous au moins comment cela va se terminer? Avant que Fran ne puisse répondre, une silhouette massive émergea de l'ombre. L'homme s'avança vers elle, sa présence imposante. Il s'arrêta devant Fran, son expression illisible. « Le patron veut vous voir, dit l'homme d'une voix rauque. » Les yeux de Joseph s'écarquillèrent. Il attrapa le bras de Fran. « C'est ça, partons. » Mais Fran est resté calme et a fait un signe de tête à l'homme. « Montrez le chemin. » Les protestations de Joseph s'apaisèrent alors que Fran me fit taire d'un regard. Il n'y avait pas de retour en arrière. Ils furent conduits dans une pièce sombre, avec d'épais rideaux de velours qui sentaient légèrement le cigare. À l'autre bout, un homme imposant était assis dans un fauteuil en cuir, sa taille et son aura rayonnant de puissance. Il se tenait là alors qu'ils entraient, chacun de ses mouvements délibérés et mesurés. À la grande surprise de Fran, l'homme commença à sourire largement. « Mon Dieu, ça fait des lustres !» grogna-t-il, s'avançant pour envelopper Fran dans une étreinte d'ours et le soulevant brièvement du sol. « Fran Aaron, l'homme qui m'a sauvé la vie. » Fran s'autorisa un rare sourire. « Ravi de te voir, Mike. Cela fait un moment. » Mike recula, son sourire inébranlable. « Tu es la raison pour laquelle je suis toujours debout. De retour à Bagdad, tu m'as sorti de l'enfer. Je vous dois tout. » Mike se tourna vers les hommes dans l'ombre et annonça « C'est Fran Heron, la vraie affaire. » Les autres hochèrent la tête avec respect et le regardèrent avec des yeux perçants. Mike désigna une table pleine d'alcool cher. « Boire ?» Joseph hésita, son malaise évident. Fran lui fit un signe de tête rassurant et accepta un verre. Le regard de Mike se tourna vers Joseph, son ton léger mais ferme. « Détendez-vous. Tu es avec Fran, donc tu es avec moi. » Alors qu'ils levaient leurs verres, le ton de Mike s'assombrit légèrement et son charme semblait menaçant. « Les ennemis de Fran sont mes ennemis. » Le poids de ces mots resta dans l'air et Joseph se raidit, son malaise palpable. Fran croisa le regard de Mike et la moindre allusion à un plan se forma dans son esprit. C'était le début de quelque chose de dangereux, quelque chose que Claire ne verrait jamais venir. Tandis que Fran racontait les preuves,
la trahison de CLA, ses mensonges et sa négligence envers Emily, Mike écoutait en silence, son visage s'assombrissant à chaque mot. La voix de Fran dégoulinait d'amertume. La douleur crue était indubitable. Quand il eut fini, Mike se laissa aller en arrière sur sa chaise, son corps massif irradiant de menaces. « Merde », marmonna Mike en secouant la tête. « C'est bas. Fran, tu mérites mieux. » Ses yeux brillaient d'une intensité dangereuse. « Dis le mot et je m'en occupe. » CLA, son amant, est parti. Aucune question posée. L'offre restait en suspens et Fran sentit son estomac se retourner. Il s'y attendait, mais lorsqu'il l'entendit à voix haute, c'est devenu réalité. Cependant, il n'a pas bronché. Sa décision était déjà prise. Il laissa le silence perdurer et ses pensées s'emballèrent. Joseph, qui était resté silencieux jusqu'à présent, parla enfin. « Mike, ce n'est pas la bonne façon, » dit-il prudemment. « Si Claire et son amant disparaissent, les flics s'en prendront à Fran. C'est trop risqué. » Fran lui lança un regard aigu. « J'y ai bien réfléchi. » Mit Handschellen gefesselt saß. Was meint sie an anderen Abenden? Laura, du hast mir gesagt, das sei neu. Du hast gesagt, halt den Mund. Laura drehte sich zu ihm um, hielt einfach die Klappe. Nichts davon wäre passiert, wenn Jorns Stimme ihre Proteste durchschnitt, wenn Emily mich nicht angerufen hätte, wenn sie nicht endlich genug von dem Spiel hätte, das du spielst. Wie lange ist das schon her? Geht weiter. Laura, wie viele Männer hast du in das Haus unserer Tochter gebracht? Brach ihr das Herz und hörte auf. Emilys Schreie ließen beide Eltern verstummen. Hör einfach auf damit, erschieß dich. Die schlichte Besorgnis in ihrer Stimme, die so erwachsen und doch so kindlich ist, traf John härter als alle Anschuldigungen von Laura. Mir geht es gut, Schatz, aber du solltest nicht hier sein. Officer Martinez wird dich mitnehmen. Ich lasse Emilys Kinn nicht in einer Gäste heben. So vertraut und verletzt, erst wenn ich weiß, was mit dir, mit Mama, mit uns, Teil 2, sich entwirrende Fäden, passieren wird, bewegte sich Kapitän Weber durch das überfüllte Schlafzimmer. Seine Anwesenheit erzeugte eine kleine Schweigeblase, in der Detective Harker ein Wort einbrachte. Im Flur war es keine Aufforderung. John berührte Emilys Schulter. Bleib bei Officer Martinez, aber bitte Papa, Emily. Er blickte ihr in die Augen und sah die hartnäckige Entschlossenheit dort, nur für ein paar Minuten im Flur. Webers Gesichtsausdruck war Granit. Tochter John hielt seine Stimme ruhig, professionell, sagte, es seien bewaffnete Männer im Haus mit ihrer Mutter. Ich antwortete, meldete mich als Polizei und betrat das Subjekt, zog eine Waffe, ich gab mehrere Warnungen aus. Er hob seine Waffe und ich feuerte. Ihre Tochter rief sie ausdrücklich an, nicht 9 und 11, das ist richtig. Webers Augen verengten sich, und sie dachten nicht daran, sich aus einer Situation zurückzuziehen, in die ihre Familie verwickelt war. Bei allem Respekt, Sir, es gab einen bewaffneten Verdächtigen in einem Haus mit meiner Tochter im Teenageralter. Ich wollte nicht warten, das ist kein Protokolldetektiv, und Sie wissen es. Weber reibt sich die Schläfe. Die internen Angelegenheiten werden einen großen Tag damit haben. Das Schlafzimmer ihrer Ex-Frau, ein unbewaffneter Komplize als Zeuge und Familienbeteiligung. Es ist chaotisch. Das Subjekt war bewaffnet. War er, oder haben Sie gesehen, was Sie gesehen haben? Ich habe erwartet, dass Weber die Hand hochhält, bevor Joanne protestieren kann. Ich beschuldige dich nicht, aber das sind Fragen, die IA dir stellen wird. Du musst im Schlafzimmer bereit sein. Lauras Stimme wurde wieder lauter. Ich möchte mit jemandem sprechen, der für diesen Mann verantwortlich ist, brach. Je me contentais de ça. C'est ma maison. Le deuxième homme haussa les épaules. C'est comme ça que ça marche. Si vous ne pouvez pas prouver quelque chose de radical, le tribunal ne vous en donnera plus. L'esprit de Claire s'emballait. Et si je le convainquis d'être davantage d'accord? Existe-t-il un moyen de faire en sorte que cela joue en ma faveur? Le premier homme se pencha en avant. Le timing est primordial. Si vous faites pression pour plus maintenant et qu'il accepte avant que la valeur des propriétés ne monte en flèche, vous pourriez l'emporter. Une fois que le centre commercial près de chez vous deviendra public, la valeur montera en flèche. Combien? Demanda Claire en plissant les yeux. Cela pourrait être multiplié par 20, dit le premier homme d'un ton presque calculateur. Mais tu dois agir vite avant que quelqu'un d'autre ne le remarque. Les lèvres de Claire se pincèrent avec détermination. Elle hocha lentement la tête, pensant déjà à sa prochaine étape. Son pouls s'accélérait à l'idée d'une victoire aussi importante.
mais son enthousiasme était tempéré par une profonde inquiétude. Elle s'adossa à sa chaise et tapota nerveusement la table avec ses doigts. « Je n'ai pas beaucoup d'argent, » a-t-elle admis doucement, le poids de la situation pesant sur elle. Les hommes échangèrent un regard complice avant que l'un d'entre eux ne se penche en avant, l'expression vive et calculatrice. « Tu n'as pas encore besoin d'argent, » dit-il doucement, « mais nous connaissons quelqu'un qui peut nous aider. » Claire plissa les yeux. « OMS. » L'homme le plus calme parla finalement, d'une voix basse et délibérée. « Mike B. C'est votre homme lorsque les banques ne coopèrent pas. Mais pour être clair, il n'efface pas les dettes et n'hésite pas à les recouvrer par tous les moyens. » L'estomac de Claire se retourna à ce nom. « Mike Baker » répéta-t-elle, un mélange d'incrédulité et de peur. « J'ai entendu parler de lui. Il est dangereux. » Avant qu'elle puisse en dire plus, Liam lui attrapa fermement le bras, la faisant sursauter. Sa voix se transforma en un murmure tendu. « Claire, écoute-moi. Vous ne voulez rien devoir à quelqu'un comme Mike. Si vous ne pouvez pas le rembourser, il ne prendra pas simplement ce que vous devez. Il prendra tout, il va vous liquider. » Une averse a traversé Claire, mais son désespoir a submergé sa peur. Elle dégagea son bras, la voix tremblante lorsqu'elle demanda « Combien ?» retirerait ses lunettes tandis que le poids de l'étui restait suspendu dans les airs. Franc se tenait debout, le menton déterminé, tandis que Claire le suçait avec les bras croisés et les yeux provoquants. Le juge les regarda d'un côté à l'autre avec une expression inexpressive avant de parler. « Monsieur Huron, Madame Claire, il est clair qu'il y a de profonds problèmes entre eux, » a commencé le juge. « Mais il est également clair que vous avez tous deux de forts souhaits concernant la propriété en question. Le tribunal tranchera l'affaire, mais je suggère qu'ils repensent tous les deux leur position avant de continuer, » se moqua Claire, et ses lèvres se transformèrent en un sourire amer. « Je ne suis pas ici à cause d'une réconciliation, » a-t-elle déclaré. A-t-elle déclaré d'une voix méprisante. « Je veux ce qui m'appartient. Cette maison m'appartient, et je ne me contente pas de moi. » Frank restait silencieux, ses yeux étaient braqués sur le juge, il y avait en lui une détermination de fer. Il avait prévu ce moment et était prêt. Cependant, ses pensées revenaient sans cesse aux paroles qu'il avait prononcées dans le café et aux hommes qui avaient ouvert la porte. Le juge a poursuivi. « La décision est prise sur la base de preuves et non d'émotions. Veuillez présenter votre cas. » L'avocat de Franz s'est levé, a présenté les faits et a souligné les raisons juridiques justifiant le droit de Franz à la maison. Son apparence calme et professionnelle contrastait fortement avec l'enthousiasme croissant de Claire. Elle pouvait mieux comprendre ses projets, mais elle refusait de se retirer. Elle ne perdrait pas sans se battre. Pendant que l'audience se poursuivait, Franz s'est tourné vers le plan mis en œuvre. Son regard s'est brièvement porté sur le coin de la salle d'audience, où les hommes étaient assis depuis le café, et leur présence planait comme une ombre sur le processus. Il pouvait presque sentir comment ses yeux se posaient sur lui, et le pressaient de continuer. Le juge hocha la tête et signala la fin de la séance. « Nous nous réunirons demain pour enfin fixer le jugement, » a-t-il déclaré, et dans la pièce, il y avait un mélange de chuchotements et de murmures. Franz se releva lentement, son regard ne lâcha pas Claire. Alors qu'elle était là, son expression faciale était pleine de mépris. En dehors de la salle d'audience, la tension entre eux était perceptible. La colère de Claire était une tempête qui était sur le point d'éclater, mais Franz était froide et concentré, un prédateur qui se préparait au dernier coup. « Nous nous occuperons de la maison » murmura Franz Lays, juste assez fort pour que Claire puisse l'entendre. « Vous ne pouvez pas en finir avec ça, pas cette fois. » Claire lui a lancé un mauvais œil qui a réussi à surprendre tout le monde, mais n'a pas haussé les épaules. Avec un cil, il savait ce qui allait suivre et il ne voulait pas céder. Plus tard, alors qu'il était assis dans sa voiture, Franz a sorti son téléphone et a choisi le numéro qui lui avait été donné. La voix de Mike répondit à l'autre bout du fil, aussi douce et dangereuse que toujours. « Es-tu prêt à faire ton pas ?» a demandé Mike. Son ton était presque amusé. La voix de Franz était calme et froide. « Faisons-le. » Le jeu s'est déroulé. France, commença-t-elle avec une pointe d'incertitude. C'est le prix dont nous étions convenus. La maison en est propriétaire.
Pouvons-nous terminer cela? Franck leva les yeux du chèque. Son regard était froid et calculateur. Ce n'est pas si simple, Claire, dit-il d'une voix douce mais calme. Vous pensiez pouvoir vous acheter gratuitement, mais il ne s'agit pas seulement de la maison. C'est une question de contrôle. Et tu m'as donné tout ce dont j'avais besoin. Le pouls de Claire s'est accéléré. De quoi parles-tu? Demanda-t-elle, sa voix se cassa légèrement. Franck se pencha avec un regard forcé. Tu penses que je t'ai laissé partir après tout ce qui s'est passé? Vous ne pouvez plus dicter les conditions. Liam se glissa inconfortablement à côté de Claire, son regard errant entre les deux, ne sachant pas où allait cette conversation. Claire essaya de se calmer, mais la pression augmenta, et elle sentit les murs se rapprocher. Franck se leva et sa chaise gratta bruyamment le sol lorsqu'il la repoussa. J'ai la maison, la garde d'Émilie, et maintenant je vais m'assurer que tu paies pour tout ce que tu as fait. C'est loin d'être fini. Le visage de Claire est devenu pâle. Elle a perdu confiance en elle. Que veux-tu, France? Vous avez l'argent, la maison. Que voulez-vous de plus de moi? Demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Les lèvres de Franck disparurent dans un sourire sombre. Oh, j'en veux beaucoup plus, et tu me le donneras. Tu feras tout ce que tu peux pour remettre de l'ordre, ou je ferai en sorte que ta vie devienne un enfer. Claire figée, la peur remplaça le massa, malgré la personne qui était autrefois son bouclier protecteur. Elle l'avait sous-estimé et devait maintenant en assumer les conséquences. Liam se leva, les poings serrés. « Tu ne peux pas faire ça, Franck, dit-il, et sa voix devint de plus en plus désespérée. Nous avons un accord, vous ne pouvez pas simplement changer les conditions. Franck tourna son regard froid sur Liam. « Je me fiche de ce que tu penses. Vos paroles ne veulent rien dire ici. Ce qui compte, c'est que Claire n'a plus d'issue. Elle a fait son lit et maintenant elle doit s'y allonger. » Chaque respiration semblait plus difficile de prendre chaque mot impossible. Elle avait joué et perdu, et maintenant Fran avait le contrôle. Avec un dernier look provoquant, Fran s'est tourné, a quitté la pièce, et a quitté Claire et Liam dans un silence stupéfait. L'esprit de Claire a couru et a essayé désespérément de trouver une issue, mais elle savait qu'elle jouait maintenant à un jeu avec des règles qu'elle ne pouvait pas comprendre. Et ce n'était pas prévisible, jusqu'où Franck était prêt à la conduire. La porte a cliqué derrière elle, et l'avait verrouillée dans un réseau séparé. Claire est-il émergée lorsque la pensée s'est installée. Elle ne pouvait pas le croire, mais les pièces vont ensemble. La France était toujours froide et calculée, mais allait jusqu'à les manipuler. Cela avait maintenant un sens. Elle se redressa et se déplaça dans un tourbillon. « Liam, tu penses? Pensez-vous qu'il a tout organisé ?» demanda Claire, sa voix basse et tremblante. Liam n'a pas répondu immédiatement, le poids de la possibilité qui s'est impliqué. Après tout, il a parlé, sa voix à peine sur un murmure. Il ressemble à ça. Il savait tout sur la maison et l'accord, trop pour être une coïncidence. Nourri. Il avait une longueur d'avance sur nous depuis le début. Chaque mouvement, chaque décision, tout faisait partie de son jeu. Et maintenant? Elle s'est énervée, et les connaissances l'ont rencontrée comme un coup au ventre. Elle avait pensé qu'elle pouvait enfin s'échapper, qu'elle pouvait partir avec la maison, cet argent, mais tout faisait partie du plan de la France pour la contrôler. Liam a poussé un long soupir frustré. « Nous devons faire quelque chose, Claire. Nous ne pouvons pas le laisser s'en tirer. » Claire s'est levée. Son esprit a couru par des options possibles. La colère et la trahison ont grimpé en elle, mais elle savait que ce n'était pas suffisant pour le ressentir. Il fallait qu'elle agisse. « Nous devons découvrir exactement ce qu'il prévoit ensuite, » a-t-elle déclaré, et sa voix lorsque la détermination a remplacé sa panique. Nous devons lui apporter le combat. S'il croit qu'il peut nous contrôler, il a tort. Liam la regarda. L'intensité dans ses yeux lui convient. Je suis là, mais nous avons besoin d'un plan pour aller à Claire. Travailler à l'aveugle ne fonctionnera pas. Claire hocha la tête. Nous allons collecter tout ce que nous pouvons. Contacter, information, tout ce qui peut le lier à ce chaos. Ensuite, nous l'utiliserons contre lui. Pour tracer le contrôle. La France l'avait sous-estimé et maintenant elle l'aurait payé. La tension entre Claire et Liam était dans les airs. Mais pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Claire a ressenti un scintillement d'espoir.
Ce n'était pas encore terminé, pas longtemps. Mais quand ils se sont préparés devant la France, Claire savait que les missions étaient plus élevées que jamais. S'il faisait un mauvais pas, il serait enfin pris sur son web. Et cette fois, il n'y aurait pas d'évasion. Guérir, juste au moment où nous avons convenu, répondit l'homme, sa voix basse et sans émotion. Claire Hurt a fait la course lorsqu'elle a emballé les limites. Ses doigts tremblaient avec un mélange d'excitation et de peur, un mélange de doute et de détermination. Il a simplement lu l'attention. Elle est dans l'arrière-salle. Gardez-le propre, gardez-le rapidement. Cela franchit une ligne. Le regard a été endurci quand elle a tenu la clé dans sa main. L'homme, son visage a traversé sa fille. Nous expliquerons tout. Que se passe-t-il? Claire s'est agenouillée devant elle et a mis une main sur son genou. Il a fait des choses terribles et nous devons nous assurer qu'il comprend les conséquences. Il n'était plus puissant. La clé et la couverture dans sa poche. Sa poignée a été fixée lorsqu'ils sont retournés à la voiture. Ils ont rendu l'impensable, mais ils ne pouvaient pas se retirer maintenant. La France a dû payer. Quand ils ont conduit dans l'entrepôt où ils l'ont confronté, Claire a inspiré leur gorge. Ils voulaient entrer dans l'étranger et il n'y aurait pas de retour. C'est-à-dire, murmura Claire et remplit sa voix dans une détermination à froid. Liam a regardé son dernier regard. Son expression faciale, mais a déterminé. Terminons-le. L'esprit de Liam a couru quand il a essayé de comprendre la situation. Ses yeux grimpèrent entre Claire et la fille. Tout devrait se dérouler en douceur. Mais tout s'est mal passé. Le regard de la France est devenu fatal et ses yeux se durcissent quand il s'est rapproché. Je t'ai dit que je voulais Émilie ou ça se termine ici. Claire avala fort, son cœur lui frappa la poitrine. Elle pouvait sentir le poids de la colère de la France qui lui pressait. Ça devrait être Émilie, balbutia-t-elle, et sa voix était paniquée. Il y a sûrement une erreur. Tu as perdu mon temps? Attrapa la France et ferma sa main autour de son sac à ses côtés, et prête à partir. Claire Spirit tourbillonna. Ils ont dû le réparer, et rapidement. Elle ne pouvait pas perdre Émilie. Pas maintenant, pas après tout ce qu'elle avait fait pour aller aussi loin. Elle regarda Liam, dont le visage était pâle de peur. Il était tout aussi désespéré, mais il ne pouvait pas se permettre de se retirer. « Nous trouverons Émilie », a déclaré Claire, sa voix trembla, mais déterminée. « Ce n'est pas encore fini. Donnez-nous un peu plus de temps. Nous vous apporterons à vous. » Le look froid et calculant de la France n'a jamais influencé. « Vous avez 24 heures. Si je ne vous ai pas à ce moment-là, vous le regretterez, a-t-il averti, sa voix toxique. Claire hocha la tête et savait que sa seule option était de récupérer Émilie et de réparer cette erreur colossale. La France était impitoyable et elle ne pouvait pas se permettre d'échouer maintenant. Les mains de Liam tremblaient quand il se tourna vers Claire, sa voix basse. « Quoi maintenant? Où est-elle » Claire a couru, ses pensées se sont déplacées plus vite que ses mots ne pouvaient suivre. Elle ne savait pas où était Émilie. Je ne savais pas comment obtenir cette fille au lieu d'elle. Le sentiment de trahison et d'échec la rongea à l'intérieur. « Je ne connais pas Liam, » murmura-t-elle, sa voix. « Mais nous les trouverons. Nous devons le faire. » La fille, qui était toujours liée et cassée pour l'air, a vu Claire avec de grands yeux, sa confusion et sa peur, que Claire reflète la sienne. Cela ne faisait pas partie du plan. Mais Claire savait qu'il ne pouvait pas passer par la France avec sa menace. Lorsque Claire et Liam sont retournés à la hâte dans leur voiture, le poids total de la situation s'est écrasé. Ils venaient de faire une erreur irréversible, et maintenant, ils avaient moins d'une journée pour le réparer. « Où diable est Émilie » murmura Liam, la tension se leva dans sa voix. « Nous n'avons plus le temps, Claire. » Claire a balayé ses poings, ses chevilles blanches de la pression. Elle avait besoin de réponses, mais elle ne savait pas par où commencer. La femme qu'elle venait de frapper n'était pas Émilie. C'était sûr. Maintenant, ils devaient retrouver leur fille avant qu'il ne soit trop tard. « Revenons à l'usine », a déclaré brusquement Claire. « Peut-être que nous avons raté quelque chose qui peut nous donner une indication de l'endroit où se trouve Émilie. » Ils reposent dans les rues abandonnées, l'air nocturne épais, avec le bruit de leur hâte. Chaque seconde se sentait comme une éternité quand ils sont revenus et ont essayé de mettre en place un plan. Quand ils ont atteint l'usine,
Le silence était encore plus déprimant qu'auparavant. Les portes rouillées grinçaient dans le vent et ont contribué à l'atmosphère étrange. Ils se sont garés au même, ajustaient sa lunette et attendaient que Falcon apparaisse. Fran ne pensait pas aux médailles ou aux récompenses. Il pensait à sa fille Emily et au monde dans lequel elle grandirait. Le désert était impitoyable. Une étendue infinie de sable et de pierres, brûlante pendant la journée et glaciale la nuit. Fran est resté immobile pendant 6 heures, à moitié enfoui dans le sable. Son filet de camouflage le protégeait à peine du soleil éclatant d'Afghanistan. La sueur coulait dans son dos, mais il ne broncha pas. Tout mouvement ici pourrait signifier la fin. À travers l'objectif de précision de sa lunette, Fran se concentra attentivement sur la structure en décomposition au loin. Les services de renseignement l'avaient identifié comme la cachette d'une figure de proue militante connue uniquement sous le nom de code Falcon. Cet homme avait échappé à la capture pendant des mois. Son nom n'avait aucun sens comparé au carnage qu'il avait laissé derrière lui. Aujourd'hui, ce chemin prendrait fin. Le caporal Hernandez, son observateur, murmura dans son oreillette. Changement de vent. Linéaire. Légère brise. Fran ajusta sa lunette et visa l'entrée de l'enceinte. Falcon n'était pas encore apparu, mais la patience était la clé. Le désert nous jouait des tours. Fata Morgana déformait les formes, les fourmis rampaient dans son équipement. Il l'a enduré. Le mouvement n'était pas une option. Finalement, la porte bougea. 2 tangos, a rapporté Hernandez. Le doigt de Fran resta sur la gâchette lorsque 2 hommes armés apparurent. Falcon non plus. Il expira lentement, son rythme cardiaque régulier, ses mains serrées. Les minutes passèrent. Puis Falcon sortit. Son visage ressortait clairement du dossier. Des traits acérés, des yeux cruels. C'est lui, a confirmé Hernandez. Portée, 800 mètres. Vent, 2 heures. 3 nœuds. Fran s'est adapté, des années d'entraînement prenant le dessus. Inhaler. Prise. Exhaler. Réticule aligné sur la poitrine de Falcon. Il appuya sur la gâchette d'un mouvement fluide et exercé. Le craquement du fusil résonna brièvement dans la lunette. Fran a vu la balle toucher la maison et Falcon s'est effondré. Ses gardes paniquèrent et scrutèrent l'horizon en vain. Visez vers le bas, a confirmé Hernandez, même si Fran le savait déjà. Emballez-le, ordonna Fran, le corps raide après des heures de silence. Ils ont rapidement démantelé la cachette et se sont dirigés vers le point d'extraction, à 3 kilomètres à l'ouest. Pendant qu'ils marchaient, pensa Fran, Falcon était sa 18e élimination confirmée. Il n'y avait aucune fierté, seulement un sombre contentement. Des vies ont été sauvées aujourd'hui. Le bourdonnement d'un Black Hawk rompit le silence tandis que l'hélicoptère décollait. Fran jeta un coup d'œil au parc. Bientôt, le désert effacerait toute trace de leur mission. Fran vivait dans ce désert aride depuis plus d'1 an. Tempête de sable, passée quelques heures plus tôt. Les cadavres de Claire et Liam étaient partis. Leur sort a été scellé par leurs propres actes impitoyables. Et maintenant, la nuit s'est poursuivie et indifférente à la tragédie qu'elle avait vue. La France jeta un dernier coup d'œil à la mer. Ses pensées sont retournées à Emily. C'était sûr, mais l'obscurité du passé persistait, et aucune peine n'éteindrait les cicatrices qu'elle avait quittées. « Allons-y », dit Mike et sa voix a traversé les pensées de la France. « Nous avons fait ce qui devait être fait. » Avec un dernier regard sur le bateau à l'horizon, la France hocha la tête, dans une expression sombre. Le cauchemar était terminé, mais un nouveau chapitre était attendu. Le jeu avait changé, et personne, pas même Mike, ne pouvait prédire ce que l'avenir tenait. Mais pour le moment, la France avait gagné. Et tout est important.